sécurité robuste, notamment via la coalition des volontaires, qui aura un rôle à jouer au moment voulu. Et à ce titre, je veux ici rappeler que nous avons invité à Paris le 13 juillet prochain pour un sommet de la coalition des volontaires tous les pays qui en sont membres, qu'ils soient membres de l'Union européenne ou pas, puis à participer au défilé du 14 juillet, aux côtés des armées aussi ukrainiennes. Enfin, les progrès réalisés dans le processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie cette semaine sont historiques, et je veux ici les rappeler, ils ont été salués lors de ce Conseil. L'ouverture du bloc des chapitres fondamentaux qui marque le début officiel des négociations d'adhésion. Et je salue l'engagement de la Hongrie et de l'Ukraine sur le sujet des minorités nationales, qui permet ainsi aussi de remettre sur le droit chemin le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, en restant fondé sur le respect des mérites propres. Avancée donc sur ce sujet et confirmation de la dynamique positive qui a été manifeste lors du G7. Ensuite, sur la situation au Moyen-Orient. Là aussi, dans la continuité des travaux que nous avons menés ces derniers jours à Évian, nous avons salué le mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran, qui permet la fin des hostilités, y compris au Liban, la réouverture du détroit d'Ormuz, et qui ouvre la voie à une reprise des négociations vers un accord pour restaurer durablement la stabilité et la sécurité dans la région. Les Européens sont prêts à contribuer à la mise en œuvre de cet accord pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz via la mission militaire multilatérale que nous avons finalisée et qui pourra être déployée quand les conditions le permettront et à la demande des parties prenantes. Donc c'est une disponibilité. Mais aussi pour que l'Iran puisse coexister pacifiquement avec son environnement régional en encadrant ses programmes nucléaires et balistiques, ainsi que la fin de ses activités de déstabilisation dans la région et en Europe. Au Liban, la position unanime a été un cessez-le-feu immédiat et le soutien évidemment à celui-ci, un retrait d'Israël du territoire libanais, un retrait aussi évidemment et une remise de ses armes par le Hezbollah et le soutien de la politique menée par le général Aoun et le Premier ministre, par le président Aoun maintenant et le Premier ministre Salam, d'assumer le monopole des armes aux forces armées libanaises. L'Union européenne mobilisera ses instruments pour renforcer l'État libanais et ses forces armées et de sécurité. À ce titre, j'ai eu l'occasion hier de voir le Premier ministre Nawaf Salam et nous allons articuler nos efforts avec aussi le travail qui est en cours à Washington entre représentants libanais et israéliens. Et nous aurons l'occasion de finaliser le calendrier la semaine prochaine en lien avec les autorités libanaises pour une conférence de soutien aux forces armées libanaises, à la reconstruction. Et donc nous organiserons à Paris celle-ci dans les prochaines semaines pour mobiliser les financements internationaux, pour mobiliser le soutien aux forces armées libanaises, mais également permettre la construction, en lien très étroit avec le Liban, des solutions qui se substitueront ou auront vocation à poursuivre l'effort aujourd'hui de la FINUL. Sur la situation à Gaza, nous allons continuer à faire pression pour mettre en œuvre le plan de paix. Et le constat est évidemment clair. Aujourd'hui, la situation humanitaire est inacceptable et la solution politique n'avance pas. Mais l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire est la priorité. En Cisjordanie, les avancées du projet de colonisation sapent la perspective d'un État palestinien et d'une solution à deux États et imposent d'agir vite. Sanctions contre la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, sanctions à l'échelle européenne des ministres extrémistes, approfondissement de la différenciation entre le territoire d'Israël et les colonies illégales, afin d'aligner notre politique commerciale avec le droit international. Le débat ce matin a permis de partager les convictions des uns et des autres sur ce sujet et d'avoir des conclusions qui vont permettre et à la Commission d'un côté et au Conseil de poursuivre leurs travaux et de prendre ces décisions. Voilà pour les deux grands dossiers internationaux qui ont, ces derniers jours, été marqués, je le disais, d'abord par les avancées de ce protocole d'entente qui, au moins, a mis fin au bombardement, avec beaucoup de dossiers qui restent ouverts à un gros travail, mais à une reconvergence entre Européens et Américains et, je le crois, à des perspectives d'évolution positives, mais qui nécessitent encore beaucoup d'engagement de tous sur ces deux dossiers. Nous avons ensuite longuement hier soir parlé des déséquilibres macroéconomiques mondiaux. Le constat est connu, il a été très bien décrit par le Fonds monétaire international, par les experts que nous avions mobilisés pour le G7, largement décrit et partagé
lors du G7 est discuté hier. Les Européens, d'abord, ont, si je puis dire, leur part du travail. Améliorer leur compétitivité et accroître leur investissement. C'est cohérent avec ce que nous avions décrit lors de notre retraite en février dernier et dans tous les travaux récents. Ensuite, nous voyons aussi que, de leur côté, les États-Unis et la Chine ont une part du travail à mener. Nécessité de réduire les déficits jumeaux côté américain, nécessité de traiter la question monétaire chinoise, nécessité aussi de réduire les subventions excessives et la consommation domestique insuffisante du côté de la Chine. Le dialogue sur le déséquilibre mondial sera poursuivi. Il a permis, dans le cadre du G7, d'avancer en définissant ce consensus en G7+. Et puis aussi, quelques jours avant le G7, avec le sommet que nous avions tenu sur qu'on appelle le sommet des convergences avec l'Inde et la Chine, en associant pour la première fois depuis 20 ans la Chine à de tels travaux et en commençant à préparer ce travail sur la base de ce que je viens d'évoquer en vue du G20 de la fin d'année. L'Union européenne doit aussi, dans ce contexte, gagner en rapidité et en efficacité. Et aussi vrai qu'il faut simplifier, gagner en compétitivité et investir davantage. La description qui a été faite hier de la situation montre que l'Union européenne a encore des dépendances excessives dans beaucoup de domaines et qu'il y a une accélération dans certains secteurs de la désindustrialisation du fait d'une concurrence déloyale, en particulier venant de Chine. C'est pourquoi l'Union européenne doit accélérer et mobiliser ses instruments de défense commerciale pour assurer à nos entreprises des conditions de concurrence loyale. Pas de conflit, pas de protectionnisme, mais une lucidité, des instruments de juste protection et une réduction de nos dépendances. Et donc, nous devons faire levier du marché intérieur, assumer la préférence européenne dans les secteurs stratégiques, comme on a commencé à le faire et comme la France l'a toujours soutenu, poser nos conditions aux investissements directs étrangers, avec du vrai transfert de technologie et de l'emploi local, et au fond avoir des mesures de court terme qu'on doit encore renforcer, les clauses de sauvegarde, la préférence européenne, les mesures qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre et qu'il faut continuer dans d'autres secteurs, les compléter au besoin, assumer une politique de diversification, comme celle qu'on fait sur les minerais critiques ou les terres rares. Et là aussi, le G7 a permis de compléter notre approche européenne, puisque pour la première fois dans le cadre du G7, nous avons obtenu un accord avec les Américains pour, ensemble, réduire nos dépendances aux minerais critiques et terres rares, coopérer. Et on a décidé d'un peu moins de 200 projets communs pour un montant total d'investissement d'un peu plus de 60 milliards d'euros. Et donc on doit poursuivre cette mécanique qui est la seule qui permettra à notre industrie de maintenir ses emplois et surtout à l'innovation de se faire et d'être maîtrisée par les Européens. C'est en particulier l'objectif de l'Industrial Accelerator Act que nous devons adopter rapidement. C'est aussi dans ce sens que les initiatives que nous continuons de pousser pour la titrisation, la supervision unique et au fond un vrai marché unique des capitaux et de l'investissement en Europe s'impose. Enfin, nous sommes entrés dans le fond de la négociation du prochain budget pluriannuel de l'Union européenne sur la période 2028-2034, à partir de ce qu'on appelle cette boîte de négociation chiffrée proposée par la présidence chypriote. Ici, nos objectifs sont assez simples pour essayer de clarifier le débat, peut-être le simplifier. Sur les dépenses, nous voulons que ce budget commun réponde aux défis de souveraineté et de sécurité des Européens. Et donc pour cela, qu'il préserve nos politiques traditionnelles, comme la politique agricole commune, la politique de pêche, celle aussi que nous avons à l'égard des régions ultra-périphériques, importante pour la France, et puis la politique de cohésion, importante pour beaucoup de pays et beaucoup de nos régions, et puis investir dans le même temps dans des secteurs clés pour notre avenir et notre souveraineté. Préférence européenne pour la défense, politique spatiale, intelligence artificielle, quantique, clean tech. Et au fond, cette augmentation, d'ailleurs, qui correspond à la proposition de la Commission, est très cohérente avec le constat macroéconomique que je viens de tirer. L'Europe doit investir davantage. Et donc, en matière de dépenses, nous devons assumer cette augmentation, mais qui suppose aussi plus d'efficacité collective, une gouvernance claire, en particulier pour le fonds de modernisation et de compétitivité, qui suppose que les États membres soient pleinement associés à la définition de ces objectifs, qu'on ait un critère d'excellence qui soit bien pris en compte. Et pour cela, du côté recettes, nous devons travailler en priorité à de nouvelles ressources propres,
afin de stabiliser nos contributions nationales à ce budget. C'est la condition sine qua non d'un accord équilibré. Je veux enfin saluer les accords partiels trouvés au Conseil cette semaine par la présidence chypriote sur 3 règlements de base de ce futur cadre financier et qui permettront de préserver la PAC, la pêche et le soutien spécifique à nos autres mers, en particulier le programme POSEI. Et on doit poursuivre ce travail pour maintenir les acquis de ces derniers mois sur la neutralité technologique, la préférence européenne en matière de défense, la place des États dans la gouvernance. Enfin, l'aide au développement de l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe globale, ne devra pas servir aujourd'hui à financer des choses qui ne relèvent pas de cette politique, mais qui doit précisément assumer l'influence, le poids de l'Europe et les partenariats dans l'esprit, là aussi, de ce que la France défend et de ce qui a été acté au G7, c'est-à-dire un nouveau partenariat, investissement solidaire et défense de nos intérêts avec les pays du Sud, et de ne pas confondre les objectifs que nous pouvons avoir à travers ce budget. Je ne vais pas être plus long pour pouvoir répondre à vos questions, mais voilà les quelques éléments que je voulais livrer à votre connaissance à l'issue de ce Conseil, où nous avons pu avancer à travers nos discussions sur des dossiers structurants, évidemment, pour notre Europe, et le faire en continuité avec les acquis consolidés lors du G7 d'Évian. Je réponds maintenant à vos questions. Bonjour Monsieur le Président, Florentin Collomb du Figaro. Je voulais vous demander si vous aviez été informé au préalable par l'initiative prise par Antonio Costa pour essayer d'établir un canal de communication diplomatique avec Moscou. Et est-ce que vous pensez qu'il serait légitime, le président du Conseil européen, pour représenter les Européens dans le cadre d'éventuelles négociations de paix à venir si elles se matérialisent? Bon, sur ce sujet, nous avons eu un débat très clair hier. Les Européens ne sont pas des médiateurs. Il y a pu y avoir des puissances parfois amies qui se sont positionnées comme étant des médiateurs de ce conflit. Nous ne sommes pas des médiateurs. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous lui apportons de l'aide, du soutien, et nous avons sanctionné la Russie. Deuxième élément très simple, très clair que nous avons toujours défendu, le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui, partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens, par aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci. Et donc, l'Union européenne devra être représentée, et le président Costa, en tant que ses compétences sont définies, il y aura une place. Pour autant, les États membres y auront aussi leur place. Il ne peut pas les représenter quand il s'agit des garanties de sécurité qui seront un élément clé de toute négociation. Donc, nous ne sommes pas des médiateurs, point 1. Point 2, nous devons être autour de la table d'une négociation quand elle se tiendra, et les représentants des institutions et les États membres qui sont clés pour les garanties de sécurité futures. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que les Européens, dans une négociation qui avait été initiée par les Américains, on doit en être. C'est aussi à ce titre que le président Zelensky avait sollicité le E3 et nous avait demandé de venir à Londres il y a 8 jours. Les choses ont changé ces derniers jours, puisque les Américains, pour la première fois depuis l'élection du président Trump, ont dit « on se met avec vous, on soutient l'Ukraine, on va soutenir encore plus fort et on va sanctionner la Russie ». Et donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir qui, quand, comment doit aller négocier avec la Russie, c'est de se dire tous, on a clarifié notre position, et donc c'est à la Russie, à qui beaucoup d'offres ont été faites ces derniers mois, de dire quand elle sera prête à négocier. Et la négociation, elle se tiendra d'abord entre la Russie et l'Ukraine, et elle devra associer autour de la table les Américains, les Européens. Voilà. Je pense qu'il faut être très clair sur le débat, et dans le bon ordre des choses, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, notre priorité, c'est l'aide militaire à l'Ukraine et le soutien. C'est le soutien à sa politique énergétique pour l'hiver prochain. C'est l'accroissement de la pression sur la Russie et notre disponibilité à recevoir un message de la Russie si elle était prête à négocier sérieusement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Virginie Malingue du Monde. Alors, vous n'avez pas répondu à la question de Florentin pour savoir si vous aviez été informé de l'initiative. Je pense que c'est de rang 2 tout ça.
J'ai le droit de vous dire que c'est de rang 2. Je vous ai expliqué exactement voilà. ce que c'était là. Je pense que si nous-mêmes, nous décidons d'avoir des débats inutiles dans des situations complexes, on peut passer beaucoup de temps. Je vous dis ce que je pense et je vous dis ce que je fais. Alors moi j'ai une autre question. Moi j'ai confiance dans mes partenaires. Et donc on travaille avec les chefs d'État et de gouvernement qui sont autour de la table, avec le président Costa, la présidente von der Leyen, en confiance parce qu'on poursuit les mêmes objectifs. Et on est tous d'accord sur ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors hier, Mette Frederiksen et Giorgia Meloni ont appelé à un nouveau débat stratégique sur l'immigration. Alors, je crois que vous n'étiez pas encore arrivé. Mais bon, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de réavoir un débat stratégique sur l'immigration? Est-ce que c'est un sujet? Et dans cette lettre des 19, qui a été signée par 19 États membres, initiée par également Rome et Copenhague, les signataires de cette lettre demandent à ce qu'il y ait une aide financière de la Commission pour financer les fameux centres de retour. Est-ce que vous pensez que cette question-là, justement, du financement des centres de retour, doit aussi être discutée au niveau européen? Voilà. Merci pour votre question. Il y a eu en effet un débat, et j'étais pour ma part, je l'ai prévenu, représenté par le chancelier Merz, qui a retenu à Paris avec le Premier ministre Modi puis le Premier ministre Salam. Mais dans les conclusions, nous avons acté qu'il y aurait un débat stratégique en octobre. Et je suis tout à fait disponible pour le faire. Quelle est la politique migratoire que nous défendons? Nous défendons, et nous avons permis d'ailleurs à cette politique d'avancer ces dernières années. Nous, on est pour qu'il y ait moins d'immigration illégale en Europe, qu'on traite plus vite le sujet quand il advient, qu'on soit plus efficace en européen, et qu'on puisse renvoyer chez eux les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le sol européen. Donc celles qui n'ont pas ni l'asile, ni ne sont en train de s'intégrer ou n'ont de titre régulier. Je crois que ça relève d'un certain bon sens, c'est conforme à notre droit et c'est ce que nos sociétés attendent de nous. Je dis ça parce que c'est la France sous sa présidence qui a débloqué la question migratoire qui, je rappelle, était bloquée depuis plus de 4 ans, avec plus aucune avancée. Et pour y avoir fait tous les conseils sur ce sujet, c'était à chaque fois la foire d'empoigne. On a relancé en 2022 cela. Ça a permis d'arriver au pacte asile-migration, lequel maintenant entre en vigueur. Qu'est-ce qui va nous permettre ce pacte? Et ça, je le soutiens. La France le défend parce qu'elle en a été à l'initiative. On contrôle mieux les arrivées. On a des mécanismes d'enregistrement qui permettent d'aller beaucoup plus vite et donc de suivre les personnes qui rentrent sur le territoire européen, même quand ils passent les frontières entre nos pays. On traite beaucoup plus vite les dossiers. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester, on les renvoie beaucoup plus vite dans leur pays. Ça a été complété par une politique de retour, avec des éléments de retour vers les pays d'origine, qui permet là aussi d'être plus efficace. Tout ça, nous le soutenons. Et nous avons pris ces dernières années, nous-mêmes, des politiques qui ont durci notre droit, parce que c'était une nécessité face à la pression migratoire que le continent européen a subie. Plusieurs pays, depuis plusieurs mois, parfois années, ont décidé d'avoir des politiques, je cite le terme, innovantes sur le sujet. Je suis un grand soutien de l'innovation dans mon pays. Je serai tout à l'heure avec Vivatech encore. Mais j'ai toujours une grande prudence quand on parle d'innovation sur les valeurs et les droits humains. Permettez-moi d'avoir cette réserve. Et donc, il y a la question, en effet, de ces fameux centres de retour dans les pays tiers. Bon. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Nous sommes pour une politique de retour plus efficace. Mais d'abord, je n'ai jamais vu un centre de retour dans un pays tiers fonctionner. J'ai, ces dernières années, beaucoup entendu des gens le faire ou signer des accords. Et je vous invite à considérer ce que c'est. Ça veut dire que des gens qui ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine ou que vous n'arrivez pas à faire revenir dans leur pays d'origine, vous allez trouver un troisième pays dans lequel vous allez les pousser. Et que ce pays va accepter, peut-être contre de l'argent. Alors quel pays? Quelles relations vous créez? Quels droits humains? Et que vous allez pousser tous ces gens dans un pays qui n'est pas le leur, alors même que vous ne voulez pas les garder chez vous. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite. Et je ne crois pas, par ailleurs, que ce soit efficace. La preuve en est, c'est que je n'ai jusqu'alors vu personne le faire fonctionner. Et je crois même que les pays qui avaient signé des préaccords avec les uns ou les autres, membres de l'Union européenne ou d'autres, ne les ont pas mis en œuvre. Donc nous ne le mettrons pas en œuvre, mais ça relève. Et j'ai beaucoup de respect pour tous celles et ceux qui veulent le faire. Je suis en désaccord, à la fois d'un point de vue pragmatique et principiel.
Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la politique européenne. Et donc, ça relève des politiques nationales. En tout cas, moi, je m'opposerai à ce que le budget européen, a fortiori le budget pour la politique internationale de l'Europe, soit utilisé pour bâtir des centres de retour. Et quand parfois on entend les uns ou les autres défendre des politiques avec le continent africain ou d'autres, bon courage pour défendre notre crédibilité sur ces continents en expliquant qu'on va utiliser l'argent pour l'investissement solidaire afin de faire des centres de retour sur leur continent. Là où la totalité de l'Union africaine se mobilise sur des questions historiques ô combien importantes comme la traite des êtres humains ou autres. Vous voyez un peu tout ça Dans quel monde vit-on ? Bon. Donc oui pour une politique très rigoureuse en matière d'immigration, telle que nous l'avons portée au niveau européen et national, et je l'assume. Oui pour une politique qui lutte contre l'immigration illégale, qui nous rend plus efficaces, qui conduit à des retours. Pour ce qui est de la France, non à des centres de retour ou des hubs de retour dans des pays tiers, parce que je ne crois que ça n'est ni efficace, ni ne correspond aux principes qui sont les nôtres. Et pour ma part, ça doit relever des politiques de chaque État, je respecte, mais ce n'est pas celle qu'on mettra en œuvre, et ce n'est pas celle que le budget que nous adopterons mettra en œuvre. Merci beaucoup Sophie Dupuy pour contexte. Une question sur le sujet des déséquilibres macroéconomiques globaux, plus particulièrement sur la Chine. Hier soir, les 27 ont chargé la Commission de mener un dialogue avec la Chine, mais également de réfléchir à un nouvel instrument de défense commerciale. Selon vous, est-ce que l'Union européenne a besoin d'un nouvel instrument ? Si oui, lequel et dans quel délai ? Et plus globalement, est-ce que vous avez constaté une plus grande unité des 27 sur le sujet chinois, au-delà du constat, mais sur la réponse à apporter à ce déséquilibre profond avec la Chine? Merci. Oui, je trouve qu'il y a un réveil, et heureusement, moi j'avais porté ce débat il y a plusieurs mois, j'avais eu l'occasion de m'exprimer dans la presse et de défendre cette approche, qui n'est pas une approche hostile ou une approche, pardon, de l'anglicisme. On reste sur le dérisking plutôt que le découpling. Donc on ne veut pas découpler notre économie, on veut réduire nos dépendances et protéger face à de la concurrence déloyale. Je pense que c'est légitime, il faut l'assumer. Le Premier ministre belge avait aussi écrit une lettre en ce sens après son propre déplacement. Et on constate tous les chiffres. Dans des secteurs industriels comme la machine-outil ou l'automobile, on a aujourd'hui des destructions d'emplois massives. Et on voit aussi l'efficacité des mesures qui ont été prises par la Commission européenne, par exemple sur les véhicules électriques que nous avions soutenus. On voit que ça permet de réguler les choses et de défendre les intérêts de nos constructeurs. Donc, on a utilisé des instruments ces derniers temps comme des clauses de sauvegarde, des mesures de préférence européenne. Là, on a donné mandat à la Commission européenne parce qu'en fait, ça va tellement vite, il y a tellement de secteurs touchés qu'il est légitime de se poser la question quelles sont les approches les plus efficaces. J'ajoute qu'en fait, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe ? Secteur par secteur, les acteurs ou les gouvernements viennent solliciter la Commission, qui lance une enquête pour regarder s'il y a de la concurrence déloyale. Et ça prend souvent 12-18 mois. Et en 12-18 mois, vous pouvez avoir des entreprises qui sont au tapis. Nous, on l'a vu dans des secteurs, par exemple, comme les acides aminés, des choses comme ça, ou la nutrition agricole. Je pense ça, c'est dans ma ville de naissance, à Amiens-Eurolisine, qu'on défend. Ils font des acides aminés, c'est parfaitement dans ce qu'on veut, c'est pour la nutrition, l'alimentation des bêtes, souveraineté alimentaire, c'est tout ce qu'on veut faire. Ils sont là, ils avancent, ils sont compétitifs. Boum, on a un dumping chinois sur ce secteur. On demande une enquête. Chaque mois qui passe, c'est chaque mois en fait de sortie du marché pour ces acteurs parce que ça va très très vite. Donc quand on veut moderniser les outils, que la Commission a ce mandat, c'est pour pouvoir répondre plus rapidement et se dire dès qu'il y a une suspicion en fait de concurrence déloyale et qu'on voit des positions qui posent problème, on doit pouvoir réagir et protéger. Et puis, c'est aussi ce qu'il y a dans l'accélérateur industriel, pour parler en bon français, c'est-à-dire des mécanismes aussi d'aide beaucoup plus rapides pour nos secteurs. Voilà. Donc, je pense qu'il y a maintenant un alignement beaucoup plus fort qu'il y a quelques mois de nos acteurs européens, enfin de l'ensemble de nos partenaires. Ça, je le mesure. Et qu'il y a une volonté de passer à l'acte, comme on l'a fait sur certains dossiers, on a beaucoup poussé, avec des instruments nouveaux et plus efficaces, comme je viens de le dire, surtout plus rapides. Et ceci doit s'accompagner d'un dialogue exigeant avec la Chine, c'est-à-dire celui des transferts de technologies et de la création d'emplois chez nous. Parce qu'il faut aussi reconnaître que les acteurs chinois, il y a de la sursubvention, ils subventionnent en moyenne 8 fois plus leurs entreprises que la moyenne de l'OCDE. Vous imaginez ?
Mais dans le même temps, il faut reconnaître aussi que la Chine a réussi à aller très vite et très fort sur de l'innovation. Et donc, quand on parle des green tech, quand on parle de la robotique, ils ont aussi des solutions industrielles qui sont pertinentes. Et donc, on veut faire ce transfert de technologie pour être efficace. Je dois filer alors. Merci beaucoup. Merci pour votre attention, vos questions, et à très vite. Je vais m'exprimer dans quelques heures sur l'innovation technologique, celle-ci à Paris. Merci.